Bienvenue à tous dans un épisode Analyse de Geek, dans lequel, comme d'habitude, on va analyser la nouvelle série Moon Knight, on va parler des Easter eggs, on va parler de ce qui nous plaît dans la série, ce qui nous a moins plu dans la série, puis bref, ce qu'on pense que la série va apporter au MCU. Et comme d'habitude, je suis avec mon co-host Jean-Michel. Comment tu vas cette semaine? Ça va bien, Alex. Comment toi tu vas? Ça va quand même bien, tu sais, il y a quand même les petits struggles de la vie quotidienne, mais il y a plein d'affaires geek au mois de mai. Ça, j'aime ça. Parce qu'on a commencé, il y avait Moon Knight, là il y a eu Doctor Strange, là il va y avoir Obi-Wan à la fin du mois, puis les mois geeks, c'est le fun pour nous. Ouais. Le changement, en plus, il y a eu un gros dry, tu sais, entre Spider-Man, puis Hawkeye, mettons, qui ont sorti pas mal en même temps, puis Moon Knight. C'est vrai que de janvier à avril, ça a été dry un petit peu, là. Je pense qu'on a juste eu Peacemaker. Qui est même pas Marvel, là. Ouais, il y a eu Peacemaker. Il y a eu... On a fait Venom avant. En tout cas, il n'y a pas eu mal des affaires, c'est vrai. Ça recommence, ça repart, l'été est là, les gens ils ont des vacances, fait que là, ils commencent à sortir du stock, tu sais. Puis toi, comment t'as trouvé ça, Moon Knight, globalement? Globalement, j'ai trouvé ça bien. J'ai été très entertained. C'est un format un petit peu différent qu'on est habitué, je trouve. Dans le sens de comment il passe un peu à travers l'histoire, là. Je veux dire, pas le format, c'est un 6 épisodes. Il n'y a même pas 8 épisodes, il y en a juste 6. Nouveau format Disney, en fait, les 6 épisodes, tu t'as fait un film de comme 3 heures. C'est comme une façon de faire passer un long film plus facilement puis de séparer en 6 thèmes au lieu de faire comme un gros thème. Exactement. Fait que moi, j'ai trouvé ça bien. J'ai trouvé que ça abordait beaucoup de sujets, mettons, qui n'avaient pas été encore abordés dans le MCU, comme beaucoup la maladie mentale. Les autres DT. On avait juste vu les Asgardiens pas mal, tu sais, puis là... Ouais, exactement. Puis ils ont parlé aussi, mettons, de la mort, de la perception de la mort, tous ces trucs-là. Fait que c'est quand même intéressant, ce niveau-là. Il y a le premier épisode, il était un peu, tu sais, tu écoutes le premier épisode, t'es juste comme, oh, ok, il y a des bouts un peu intenses qui se sont passés. Puis t'es vois pas, c'est ça qui est spécial parce que c'est comme s'il change de personnalité. Fait que quand il revient à lui, il est juste comme, oh shit. Ça, c'est nice comme effet parce que moi, quand j'ai vu cet effet-là, j'étais vraiment satisfait parce que souvent, je trouve les changements sont pas bons. Puis c'est juste naturel quand tu commences à jouer un personnage qui souffre de DID, de troubles de la personnalité multiple. T'es pas capable de le jouer à la perfection. Puis c'est pour ça que les takes dans lesquels on voit les vrais changements entre Steven et Mark au travers de la série, il y en a très peu. Puis c'est parce que même Oscar, il l'a dit, il y a juste à la fin qu'il est en train de tourner la série, qu'il a commencé à se sentir assez à l'aise pour commencer à le faire dans une take. C'est tough, là. Surtout qu'il donne vraiment un beau jeu à ses personnages. Moi, je veux donner... moi, je lève ma palme à monsieur Oscar Isaac, que j'adore, que je trouve absolument incroyable, qui nous a donné une performance fucked up. Il y a des bouts où est-ce qu'il est en train de brailler, genre, parce que son personnage est juste en train de, comme, fucking être détruit par la vie. 2 secondes après, il switch de personnalité, puis il est juste comme, mais il est fucking chipper, puis il est juste comme, complètement dans un autre personnage, dans un autre univers qui vit d'autres émotions. C'est pas facile à faire. Il l'a super bien fait. À la télé, je trouve que ça paraît bien. Il y a pas une fois où est-ce que je savais pas. Ouais. Il y a pas une fois que je savais pas quand il était Steven ou quand il était Mark. C'est très clair quand il est un pis l'autre. Fait que il a fait genre l'accent est différent, le jeu physique est différent. Ils ont bien joué le texte de façon à ce qu'il est dit est différent aussi d'un pis l'autre. La façon que les deux réagissent au stress, à la douleur, c'est différent. Ou même, je me souviens, il y a une scène où Mark pète une crise de panique, il commence à gifler d'en face, puis la façon qu'il vit sa crise de panique, je suis comme, oh, j'ai déjà vécu une crise de panique similaire, je le feel, tu sais. Il a fait ses recherches. Non, mais tu sais, une vraie grosse crise de panique, tu perds tout le contrôle, man. Ton cerveau, il marche plus, tu sais plus rien, il y a plus de réponse qui vient, t'as de la misère à avoir ton souffle. Puis lui, à la fin de ce bad trip-là, il change de personnalité. Puis là, clac! Là, c'est tout de suite, une autre personne, il va faire d'autres choses. Puis ça, je trouvais qu'il l'avait fucking bien. Autant la colère, la tristesse, le désespoir, son niveau de gamme émotionnel est incroyable à Oscar. Fait que Chris de good job. Honnêtement, puis il y a... Moi, ce que je trouve le fun, c'est quand il fait ces switches de personnalité-là, puis là, il manque des petits bouts, ça sert aussi à faire progresser vraiment rapidement l'histoire en se disant, tabarnak, est-ce qu'il faut que j'arrête de faire ça? Lui, il sait pas, nous, on le sait pas.
c'est un peu ça qui nous spoil la fin du film, la fin du film, la fin de la série, parce que à la fin, t'as toujours un moment où est-ce que le héros il est down, on his last knee comme ça, en train de puis là tout le monde est en train de perdre, puis là soudainement il va se passer quelque chose, là, ça va tout revirer de bord, puis à la fin il va comme finir triomphant, puis ce bout là on le voit pas parce qu'à ce moment-là il switch de personnalité. Avec... Ça, c'était nice, d'habitude, on le voit tout le temps, mais le combat, il est bon, pareil. Personnalité secrète. Puis, là, je suis là, puis je suis comme, j'ai pas vu le bout fucked up à la fin, genre de rédemption, puis le bout nice, parce que... Mais il y a quand même un gros combat. Tu sais, c'est pas comme s'ils nous enlevaient les scènes de combat pour les swaps. Ils nous enlèvent juste des parties du combat pour les swaps. Puis aussi, ça donne une façon de faire Moon Knight sans le rendre exagérément violent et gore. Parce que aussi, c'est un potentiel... Tu sais, le personnage peut être tellement violent qu'il serait difficile à suivre ou il serait difficile à commercialiser pour eux. Faire des swaps comme ça, où des fois ça blink, ça permet de... Le post-scène est vraiment comme intense, mais comme tu l'as pas montré, t'as choqué presque personne. Ouais. Tu sais, je vais en parler un peu quand on va parler de l'épisode 1, entre autres, d'un des exemples de ça. Mais moi, ce que j'ai trouvé fou, moi, personnellement, c'est qu'ils ont changé un peu la mécanique dans laquelle Marvel, d'habitude, vont essayer de plugger beaucoup d'easter eggs de leur autre show pour... Toutes les easter eggs étaient juste en lien avec Moon Knight. C'était comme un show qui vivait dans un huis clos où toutes les easter eggs possibles quasiment faisaient juste référence à lui-même ou que de très légers clins d'œil à l'univers alentour. Moi, j'ai regardé ça. Tu sais, les easter eggs, c'est vraiment plus toi, c'est des affaires qui te font capoter. Moi, je me laisse plus... Tu sais, c'est rendu maintenant que je regarde plus les teasers, je regarde plus les trailers, je fais juste aller m'asseoir devant puis je le pogne comme... Tu sais, mettons les trailers de Doctor Strange, le prochain qu'on va faire. Moi, j'en ai pas vraiment. Je pense que j'en ai vu un, puis je l'ai vu, genre, comme parce qu'il était sur mon feed, puis j'ai dit, fuck. Mais comme, je m'attends à rien, je m'assois toujours, puis je regarde quelque chose, puis truc que j'ai trouvé intéressant à un moment donné, c'est que je suis en train d'écouter le film, là, on est le bout dans le film, la série, je suis en train d'écouter la série, on est le bout dans l'asile, puis à un moment donné, je vois juste comme un genre un Q-code, genre, un QR code. Il y en a dans tous les épisodes, ouais. C'était scan. C'est ça, là, j'en ai scanné un, puis là, ça m'a donné du contenu, puis là, j'étais juste comme, tabarnak. Comme, c'est quand même intéressant, là. Ça donne du contenu, mettons, pour les Uber Geeks, là. Ce qui est nice aussi, c'est que les BD qu'ils donnent, souvent, ça te ramène à une BD ou de l'information par rapport à une BD. C'est ça. Puis quand tu scannes, ça rapporte à une BD qui a rapport à l'épisode. Ça, c'est quand même nice. Comme la première, c'est une des premières apparitions de Moon Knight. La deuxième, c'est, mettons, une des premières fois qu'on parle de sa double personnalité ou que c'est vraiment un problème. Puis comme ça va de même. Puis ça, je trouve ça malade. Et c'était qu'à mettre juste un QR random. C'est pas demandé pour eux, là. C'est rien, c'est facile à faire. Puis c'est ça, tu sais. C'est tellement cool. Je veux que toutes les séries fassent ça maintenant. Je veux trouver des affaires secrètes que je peux utiliser dans le show. Ouais, c'est ça. Ça engage un peu la communauté. C'est le genre d'affaires assez intéressante. Là, ma blonde, elle écoutait Moon Knight avec moi. Et là, elle tenait à dire absolument à tout le monde qu'il faut plus dire trouble de la personnalité multiple. OK? C'est pas woke. OK? C'est pas PC. C'est pas le mot qu'il faut dire. Il faut dire trouble dissociatif de la personnalité. Mais c'est trop tough. Mais on est tous d'accord que c'est ça. Mais DID, c'est plus cool. Faut juste, là, 2022, OK, faut être PC, faut être woke, OK, c'est important. C'est juste le terme. Ma blonde qui a un bac en psycho nous indique, OK, attends, elle me confirme que oui, il faut pas dire trouble de la personnalité multiple, pas gentil, OK? À chaque fois qu'on va dire trouble de la personnalité multiple, ce qu'on veut dire, c'est trouble dissociatif de l'identité. Parce que les personnalités sont dissociatives. Ah, les identités sont dissociatives. Merci, madame. OK, madame. Puis, ça, c'est important que je le dise. Pour retourner à ma spécialisation, qui est les easter eggs, les choix de réalisateurs et les choix narratifs. Parce que moi, je suis pas l'équivalent de quelqu'un qui connaît pas vraiment Marvel et qui va écouter les affaires pour le fun. Je pense que ça fait 15 ans que j'ai pas écouté quelque chose pour le fun parce que j'ai étudié en littérature. Puis quand tu étudies en littérature, tu perds l'habilité de regarder des choses pour le fun. Ce que tu es en train de me dire... Moi, je fais juste analyser. You peer through the curtains. Ouais. Puis là, genre... C'est fini. C'est fini. Moi, je commence par la fin, puis après ça, j'essaie de comprendre comment on sera à la fin, puis ça marche, OK?
Ce qui est important, c'est qu'à cause qu'ils ont enlevé tout le détail des Easter eggs, qui prend un temps narratif dans les films. Si ça dure 2h30, tu mets un 15 minutes de plan de caméra qui fait juste tourner vers des bébelles de l'univers Marvel pour que les gens comme moi fassent comme « Oh tabarnak, ils en ont plugué 170! » Ben, 170 fois 5 secondes, c'est beaucoup de minutes. Ouais. Pas tant, mais ça le prend. Ce temps-là est mis dans Moon Knight pour faire des choix de réalisation qui sont directement liés à la personnalité de Moon Knight ou à l'ambiance et à l'univers de Moon Knight. Entre autres, tout le long, on a beaucoup de plans de caméra qui sont des reflections. Qui sont, mettons, sur une flaque d'eau, tu vois la scène à l'envers. La caméra est à l'envers. Tu vois dans un miroir, fait que c'est à l'envers. Tout est à l'envers pour montrer que il y a tout le temps comme un envers de la médaille dans Moon Knight. C'est pas parce que tu vois un côté que l'autre côté n'existe pas. Il y a tout le temps un autre côté. Ça fait qu'il y a tout le temps une erreur de perspective aussi parce que les deux n'ont pas toute l'information. Ils se communiquent pas assez. Ils sont pas bons pour travailler ensemble. Ils veulent pas travailler ensemble. Du moins, jusqu'à la fin. Avant l'épisode 6, tu sais. Ouais. Puis, même par rapport à ça, ce qui est intéressant, c'est que, en tout cas, moi, ce que je trouve vraiment cool, c'est que à travers, mettons, les 6 épisodes, il y a comme une relation, mettons, qui se forme vraiment entre Steven puis Mark. Ouais, puis d'abord, on commence évolution. avec Steven. Au début, on pense un peu que c'est Steven, le personnage, mettons, principal, puis on se rend rapidement compte que, dans le fond, c'est Mark Spector qui a développé d'autres identités. Pas des personnalités, des identités. Hein? À travers ça, t'as un switch parce que tu switches un peu de personnage principal. Puis, en plus, tu as cette relation-là entre ces deux personnes-là, parce qu'on s'entend que c'est littéralement comme deux entités. Tu as un arc que c'est Steven Grant, tu as l'arc de Mark, tu as l'arc des deux. C'est ça. Même temps. Puis, à la fin, quand ils deviennent, mettons, en plus en symbiose, là, quand ils réparent un peu leurs problèmes. Ils peuvent switch de même, puis comme... Exactement, ils switchent sur le tas, puis en plus, c'est funny parce qu'ils switchent aussi de costume. Donc là, tu sais, t'as les fights, mettons, où est-ce qu'ils commencent Moon Knight avec la cape, tout le kit, là, ça passe à travers, genre, comme un genre de plan, puis là, soudainement, il est dans son petit suit blanc, genre de Mr. C'est ça, parce que dans les comics, moi, c'est ça qui est intéressant, parce que je suis allé voir dans les comics, puis dans les comics, originalement, il y a plusieurs identités. Moon Knight a plusieurs identités. Parce que au début, quand le personnage un peu est sorti, c'était pas nécessairement des personnalités, mais on le savait que le personnage était juste complètement crazy. Fait que de juste te donner une identité pour blend in, c'était correct. Donc, t'avais celle de Mark Spector, t'avais celle de Mr. Knight, qui était comme un genre de consultant en soupe qui se promenait un peu, puis t'avais celle de... t'avais aussi Steven Grant, t'avais Moon Knight... Ouais, puis t'avais un autre, c'est Jack... ouais, qui était le chauffeur de taxi. Ouais. Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est un chauffeur de taxi, sauf que c'est un esti psychopathe. C'est pas juste un chauffeur de... C'est un street criminal chauffeur de taxi. Ouais. C'est comme un peu quand Batman il se promène dans la rue, genre Batman Year One, puis il fait semblant genre d'être un esti fucking... Mais la personnalité qui va être mise de l'avant dépend toujours de l'auteur qui va l'avoir dessiné puis écrit pour la BD. Fait. Donc, ça a commencé, mettons, plus avec des identités. Là, après ça, les writers, ils ont fait comme, ben, ça pourrait être des personnalités. Je veux dire, le gars, il est complètement taré. Fait que c'est rendu là, le gap est pas difficile de faire le switch à ça. Fait que c'est devenu plus de la maladie mentale. Et là, ils ont posé la question, c'est-tu parce que Khonshu, il est dans sa tête, puis on n'oublie pas Khonshu, parce que Khonshu, il est aussi dans sa tête, puis des fois, il prend possession de lui. Fait que là, il est grandi avec 4 personnes dans sa tête. Puis là, on te pose la question, c'est-tu parce que Khonshu est dans sa tête qu'il a fragmenté tranquillement pas vite ses personnalités ou ses identités, puis là, il y en a créé d'autres un peu. Puis là, tranquillement, pas vite, qu'on passe à travers les BD, il était déjà comme ça, puis plus, ça l'a rajouté, puis ça, en tout cas. Sa story officielle en ce moment, c'est juste que Mark Spector, à un moment donné, s'est fait tirer dessus, puis sur le bord de la mort, il a fait un deal. Tout le reste, pour vrai, ça dépend juste de l'auteur qui l'écrit. Ouais. Ça peut vraiment varier. Tout le monde est d'accord qu'il y a un problème mental. Ce problème mental-là fait que Khonshu l'aime bien. Ouais. Puis ça fait que c'est pas vraiment un héros, mais il essaie de faire le bien. Ouais. Fait, ben, je pense que la maladie mentale devient un peu l'arc. Dans les BD récentes, il en parle un petit peu plus. Là, je pense que c'est un peu canon. Fait que d'après moi, ça va être de même à partir de. Parce que Moon Knight, ses pouvoirs à la base, c'est difficile à dire c'était quoi ses pouvoirs parce que c'est vraiment un D-character. Il est là une fois de temps en temps. Il est là un peu à gauche et à droite. Ça fait longtemps qu'ils ont dit que ses pouvoirs avaient rapport avec à quel point la Lune était pleine. C'est ça. Puis ils l'ont
plus ou moins fait là-dedans, c'est correct, là, c'est un peu... Ils ont oublié son pouvoir de régénération. Comme le fait que quand il est en costume, il est vraiment plus solide qu'un humain normal, puis il est capable de régénérer. Son costume guérit certains impacts. Ils l'ont mis vraiment fort, son pouvoir de régénération, je trouve, dans la série, contrairement à certains des BD. Mais ils l'ont mis plus comme un Power Ranger égyptien, mettons. Parce que, tu sais, mettons, dans les comics, il a le pouvoir de se régénérer dans le sens quand il meurt, Khonshu va juste le ressusciter. Donc, il est comme immortel, mais on ne sait pas combien de fois il va le ressusciter, Khonshu, parce que Khonshu, ce qui est le fun avec lui, c'est comme qu'il dit rien, puis il fait ce qu'il veut. S'il le fait mourir, mettons, 3-4 fois, puis il fait juste comme c'est désagréable, ça, lui, il a de l'air plus intéressant, je vais aller avec lui. Il pourrait le drop mort, puis j'en passer avec un autre. Donc, il avait juste le pouvoir de le ressusciter. Puis là, ils ont changé un peu ça en disant comme ouais, on est aussi bien d'avoir juste le pouvoir d'avoir le suit qui heal. Comme ça, c'est plus un personnage Marvel, télé-Marvel, qui rentre un peu dans le cadre de c'est un Power Ranger mathématique de la lune égyptienne, tu sais. Fait que c'était plus facile à gérer puis à décrire parce que là, c'était quoi ses pouvoirs, puis là, qu'est-ce qu'il y avait, puis là, ses weapons, est-ce qu'il il spawn sur lui, puis tout, c'est correct, c'est pas grave. Fait que c'est juste plus simple. Ils l'ont cadré plus comme simple, ils l'ont simplifié. Ouais, pourquoi il y a des pouvoirs? certains aspects. C'est la magie, parce que la magie. Voilà, non, ben c'est parce que c'est un avatar d'un dieu, un peu comme Thor, un peu du lightning, parce que c'est l'avatar du dieu du lightning, fait que... Ou c'est juste le dieu du lightning. Ben c'est il est le dieu du lightning, donc on lui a donné. C'est comme le mental, c'est comme weird là, Thor, là, parce que les dieux nordiques, le rapport au nom est weird, là. Globalement, c'est un peu ça. Comme j'aimais ça qu'il compare aussi la force entre les dieux. T'sais, on a vu que les dieux égyptiens, ils ont de la misère à prendre une forme dans le plan matériel, c'est plus des puppeteers, alors que les dieux asgardiens sont plus dans le physique, dans l'action. Aussi, j'aime ça, ça montre que différentes formes de déités dans l'univers Marvel n'ont pas le même cadre de pouvoir, sont pas régis par les mêmes pouvoirs. Puis ça, c'est ils viennent pas nécessairement de la même place. C'est ça, parce que ces dieux-là viennent d'une autre dimension. Là, c'est comme ça qu'ils nous l'ont un peu expliqué. Tandis que les Argadiens viennent pas nécessairement d'une autre dimension, ils viennent d'un autre monde dans l'univers. C'est une nuance bizarre que moi je l'achète, là, celle-là. Là. Mais comme... Mais c'est pas du même plan, c'est pas la même affaire. C'est comme Dormammu, il est de sa propre dimension, il a pas le même feeling qu'un dieu égyptien ni qu'un dieu asgardien, mais c'est aussi un dieu de sa propre dimension. Je trouve que il handle bien la religion Marvel, genre de comment elle est vraiment différente les unes des autres, pis elle cohabite. C'est pas comme s'il avait dit, il y a juste Jesus, and Jesus is the only God, tu sais. Ça serait fucked up, Spoil Jesus avec ses deux machine guns, genre ses deux M60 comme Rambo, bam, 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 bam. Pour finir le recap avant qu'on passe épisode par épisode, j'ai trouvé ça cool au final que l'histoire est juste un fucking bon mélange entre Fight Club, puis Legion, puis Indiana Jones. C'est genre, tu prends 3 affaires, tu prends Fight Club, tu prends la série Marvel Legion sur le fils à Charles Xavier qui est aussi un peu insane. Puis tu prends beaucoup d'Indiana Jones pour le côté, on va chercher des artefacts, c'est égyptien, il y a des cavernes, il y a un peu de zombies, pis c'est louche, pis il y a du monde qui s'arrache le cœur, tu sais. Ouais. Il y a une belle thématique égyptienne, mais elle est pas trop expliquée. C'est un peu des clichés qui sont un petit peu mis de l'avant. Mais en même temps... il y a beaucoup d'acteurs égyptiens qui ont dit en entrevue que c'était la première bonne représentation de Cairo qu'ils avaient vu dans toute leur vie. Ça faisait du sens, puis c'était pas... La ville avait de l'air belle. Moi, j'aimais ça, voir l'Égypte, ça a pas l'air d'un taudis, man, de fucking pauvres, de monde qui vivent genre dans leur marbre. Il y avait un petit look Uncharted un petit peu là, avec les couleurs, genre c'était des belles couleurs vives. Ouais, ça, ils sont bons Marvel pour exagérer les couleurs, pour que tout ait l'air ben trop. Wow! Quand je dis cliché, je parle pas de redondance, je parle de genre la pyramide de Giza, qui est comme dans toutes les... Et qui sert de lieu de rituel à genre les avatars égyptiens. C'est correct, c'est pas la fin du monde, là. Ça blende bien, ça se fait bien. C'est comme un cue visuel aussi qui te fait catcher vraiment vite que t'es en Égypte. Tu sais ça, pis un sphinx, là, tu vois ça, pis clac! T'as pas besoin d'explication, t'es où? T'es en Égypte. C'est un peu comme la Tour Eiffel en France. Partout où est-ce que t'es dans ton hôtel, tu regardes par la fenêtre, puis il y a une Tour Eiffel, tu sais. Dernier truc sur les affaires globales que je veux dire sur le show, moi, c'est que dans les intros, il y a toujours une lune différente. Puis la lune va donner un rapport à quel point Moon Knight va être épique dans l'épisode. Plus que la lune est basse, plus qu'il est proche d'être une nouvelle lune, dans le fond, que la lune va disparaître. C'est les épisodes où tu te fais casser la gueule.
Dans les épisodes où la lune est presque pleine, c'est les épisodes où que là, sa régénération est vite, il swap vite, il est fort, il jump, Fait que j'aimais ça qu'ils l'ont pas dit vraiment dans le show, mais que c'est juste représenté dans le trailer puis dans le décor. C'est comme, regardez, en ce moment, il y a pas de lune, il se fait péter la gueule. Je sais qu'il y a une lune, c'est lui qui pète la gueule. Des petits détails que j'aime. Ouais. Fait qu'intro numéro 1. L'intro de départ Marvel, OK? Moi, je parle tout le temps de ça récemment parce que j'aime ça. Ils mettent des petites scènes de Marvel, puis ils changent les affaires, puis dépendant de ce qu'ils changent, ça donne un peu une indication de comment Marvel s'enligne dans le futur. Puis là, on sait que Guardians of the Galaxy 3 vient de finir de tourner. Il était proche d'être fini de tourner quand Moon Knight a commencé à finir à rap. Et c'est drôle, mais Rocket Raccoon retrouve sa place d'origine dans le dessin Marvel avec une grosse emphase sur lui pour qu'on se rappelle que Guardians of the Galaxy arrive bientôt. Mais aussi, on enlève Spider-Man parce qu'on n'a pas le droit de mettre Spider-Man dans l'intro Marvel si c'est pas un film à collaboration avec Sony. On commence le show en l'épisode 1 avec une présentation de Stephen Grant. Il travaille comme commis aux jouets dans un musée, puis moi, j'ai trouvé ça super important parce que moi qui connais vraiment beaucoup le monde des BD, je sais que Stephen Grant, c'est censé être un millionnaire playboy, un peu comme Bruce Wayne. Puis pas juste un peu comme Bruce Wayne, genre exactement comme Bruce Wayne. C'est comme si Moon Knight avait lu des BD de Batman, puis avait fait comme « Chris, c'est une bonne idée, ça. » Puis sa personnalité s'était développée pour ça. C'est trop... Ça marcherait pas. Tu sais, dans l'optique où, oui, t'as le droit d'être fan de Moon Knight, t'as le droit de trouver que Stephen Grant, c'est ta personnalité préférée d'un comic. Tu peux pas juste faire un autre Batman. Il y a comme trop de films de Batman. En plus de Tony Stark, qui est comme un techno-Batman, en plus de... Il y en a trop. À chaque... C'est comme si, dans les années 80, ce qui était intéressant, mettons, des personnages, c'est le fait qu'il y avait les moyens d'être des super-héros, et qu'il n'y avait pas besoin de travailler de facat, tu sais. C'est narcissique et avec de l'argent. C'est ça. Bien thématique, il y en a. C'est vrai qu'il y en a Danny Rand, Tony Stark, Mark Spector, il y en avait comme à pu finir là, du monde avec du cash là, qui faisait ça. C'était agréable. Je trouvais que c'était un bon choix qu'au lieu de prendre le playboy charismatique avec beaucoup de confiance, ils nous ont présenté un Stephen Grant qui est genre commis aux jouets dans un musée. Il est très gêné, il a pas beaucoup de confiance en lui, il est plus fragile comme personne, il est plus émotionnel. Puis ça permettait de faire une séparation vraiment plus intéressante entre la personnalité de Mark, qui était plus classique à celle des BD, qui est un mercenaire. C'est juste un gars que sa vie, à un moment donné, il était plus capable de faire de l'argent, il est bon pour aller trouver des artefacts puis tirer du monde. Il s'est fait pousser là-dedans. Dans les BD, il a vu un crime. Dans la série, on décide d'y aller avec un trauma à la jeunesse. C'est aussi un trauma à la jeunesse, mais différent, c'est qu'il tombe sur un meurtre dans les BD. Fait que ça développe une personnalité qui est un peu plus dans l'action. Il se sent mieux quand il est en train d'être dans l'action. C'était vraiment bien comme contraste avec le Stephen Grant qui préfère l'inaction, qui préfère le calme, qui préfère la vie qui est relaxante. Et vegan. Puis je trouvais que ça, c'était magnifique comme choix parce que je pense pas qu'il y a beaucoup de réalisateurs qui aiment ça aller trop loin de la BD. Mais ça, moi, même quand ils le font, des fois, j'aime pas ça. Je trouve que c'est mal fait, mais ça, c'était le meilleur choix possible. C'était éviter un cliché qui était trop utilisé en même temps de donner une vraie vie à ce personnage-là, je trouve. Ça donne un... C'est le fun de voir plus le switch. Tu sais, quand deux personnages qui se ressemblent, qui switchent, t'es comme... Tu pas juste de fondant à confiant, tu vois pas tant la différence. Contrairement à quelqu'un qui shake, t'es un peu anxieux, à comme... C'est ça. Fait que ça donne... C'est peut-être, mettons, c'est peut-être moins, ou c'est peut-être un peu plus... Pas cliché, mais c'est peut-être un petit peu plus, mettons, c'est vraiment deux opposites à l'extrême, mais en même temps, c'est un film. Faut qu'il nous démontre ces personnages-là qui transitent. Fait en tout cas, continue. Bien fait, c'est bien fait. Aussi, rapidement, on voit qu'il fait du sleepwalking. Du moins, il pense qu'il fait du sleepwalking parce qu'il se lève, il est attaché, il regarde son attache, il est comme, OK, je suis encore attaché. Il se détache, il regarde, il y a du sable partout autour de son lit, il n'y a pas de traces dans son sable. Il va jusqu'à sa porte, puis sa porte est over abuse lock. On s'entend que ça doit arriver souvent avant ce moment-là, que c'est réveillé à des endroits weird, fait qu'il s'est trouvé des mécanismes. Du moins, puis à chaque fois qu'il se réveille, t'as toujours sa crise de tune là. Every time I wake up, na. J'ai lu dans la tête pendant genre 2 semaines. Je me promenais à l'école. Je
Puis après ça, on nous présente Arrow, qui est le méchant de toute Moon Knight. Moi, j'adore les méchants qui sont des chefs religieux, comme overzealous, là, comme Thanos, c'est un peu ça aussi. T'as un idéalisme religieux qui est trop intense, puis qui a plein de défauts. T'as plein de défauts dans la façon de la vendre, mais comme tes points se tiennent. C'est juste que comme quand t'arrives de l'autre côté, ça marche plus. Puis ça, j'aime ça comme méchant. J'aime tellement ça, c'est satisfaisant. C'est good. Lui, son idéalisme est simple en plus, c'est juste, on va faire tomber la justice sur tout le monde, mais la justice même dans le futur. Fait que si tu vis la meilleure des vies, tu vas inventer le remède contre le cancer, mais qu'après tu vas devenir un serial killer, ben on va te tuer avant que tu inventes le remède contre le cancer, parce que tu vas devenir un criminel un jour, fait qu'il faut qu'on te tue. Ouais. C'est un peu ça la philosophie. Fait que t'es un bébé, tu meurs. Si tu pensais un jour voler dans ta vie, tu meurs. Ce qui est un peu, dans le fond, je dirais pas l'opposé de Khonshu, mais c'est comme, les deux ils ont la même vision de la justice. Il faut punir les gens qui font pas les bonnes choses. C'est juste qu'il y en a un qui amène ça légèrement plus loin que ce que Khonshu amène ça. On s'entend que la différence entre tuer quelqu'un après qu'il ait fait quelque chose de mal, puis tuer quelqu'un un peu avant qu'il fasse quelque chose de mal, la ligne est pas longue, là, tu sais, comme, c'est pas, y a pas beaucoup, c'est une petite nuance qui fait une grosse différence, mais c'est une petite nuance, puis c'est un peu le point de contention, genre, de ces deux personnages. Mais c'est la différence de la cour. C'est un conflit moral qu'on parle en cour. Est-ce qu'on condamne avant la preuve, ou est-ce qu'on doit attendre que toutes les preuves soient établies, puis après ça, on condamne, tu sais, c'est ça. C'est un peu les deux philosophies. Aussi, ce qui est intéressant, c'est que dans la série, on dit tout le temps qu'Amet, c'est un dieu, mais si vous savez la mythologie égyptienne un peu, Amet, c'est pas un dieu, c'est la créature à côté d'Osiris. Dans quel cas Osiris, il pèse ton cœur. Si ton cœur, il est plus lourd que la plume, il prend ton cœur puis il calisse dans la gueule à Amet. Puis Amet est comme nom 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 nom. Fait que le monde a peur d'Amet. Amet est pas vraiment représenté comme un dieu de la justice, c'est plus comme la faux, c'est l'équivalent de la machine qui va te couper la tête ou de l'executioner. C'est pas la représentation de la justice, c'est l'acte final de la justice. Ah ouais, je sais pas. Ce qui est un peu... ce qui représente le problème à Arrow. Parce que Arrow se représente comme quelqu'un qui a vécu le problème d'avoir eu Khonshu et d'avoir été un avatar de la justice. Puis là, comme s'il avait trouvé la vraie illumination de la justice, ben lui, dans le fond, sa trame, c'est que quand il était avec Khonshu, probablement qu'il trouvait que c'était pas assez vite. Il voulait arriver à la finalité de la justice plus vite. Puis Amet, c'est tout ce qu'elle fait. C'est pour ça que quand elle arrive, justement, à la fin, toutes les armes... Arrow fait juste sender des armes à coups de centaines. Genre, m'en calisse! C'est ça un peu. Moi, ce que j'aime aussi, c'est qu'il y a un bout à la fin où est-ce que quand Amet, elle arrive, elle regarde Arrow, puis elle dit... Your balance. Ton skill, il balance pas. Genre, dans le sens où est-ce que t'es pas nécessairement une bonne personne. Puis le gars, il est juste comme, ouais, man, je suis pas une bonne personne. Comme, je me plie, genre, à votre volonté, puis tout. Puis genre, Amet est juste comme, ouais, t'es pas une bonne personne, tu vas mourir éventuellement, mais en même temps, j'ai besoin de toi. Fait que fuck off, regarde, je te donne un pass. Mais comme, ça voit comment ce personnage-là, c'est pas une... Tu sais, à la fin, des fois dans les films, t'as des bitch personnages où est-ce qu'ils croient quelque chose jusqu'à ce que ça leur arrive à eux autres, puis ils sont comme non. Mais c'est pas une bitch personnage, non, lui, il est vraiment à 100% là-dedans. Là. Il est vraiment juste comme, s'il faut que je meure live, genre, mon point c'était juste de te résurrecter, man. Si je meurs live, je meurs live. Ça, c'est intéressant parce que Arrow dans les BD, si vous l'avez vu, il est vraiment pas intéressant comme personnage. Ils ont pris même pas un D. On aime ça parler des D-tier characters parce que pour nous, c'est intéressant comment ils retouchent. Arrow, c'est même un F. C'est un échec character. Et il a été transformé en quelque chose de vraiment intéressant. À la place de prendre l'intention derrière les BD, il s'est inspiré de tous les grands chefs religieux de culte qui ont fait de la grosse marde mondialement, qui sont connus mondialement, puis ils les ont mishmash ensemble pour créer Arrow. Bien fait. Il y a un côté aussi penance puis souffrance qui vient avec ça. Tu sais, ça commence, premier épisode, il casse un verre d'eau, il se crée ça dans les shoes, puis genre, il marche sur du verre. Ben ça, c'est une vraie technique de méditation. Puis moi, je trouvais ça intéressant. Ouais, c'est une vraie technique. C'est intense, là. Je dis pas que comme je vous le conseille, je dis pas de le faire. Ça existe dans le monde. Ça existe dans le monde. C'est une technique, surtout dans les pays plus entre l'Asie puis le nord de l'Afrique, dans lequel
tu marches sur des affaires pointues. La majorité des cafés, mettons, ça sur des clous. Il y en a qui le font sur de la vitre. Je trouve ça fucking intense. Ouais, mais ça aurait pu juste être des Legos, puis ça aurait été cool aussi, tu sais. Ce que je trouvais bien de cette scène-là, moi, c'est pas qu'il nous montre que le gars, mettons, fait ça comme truc religieux. Ce que j'ai trouvé nice, c'est qu'il cache dans ses sandales. Parce que ça nous montre, dans l'épisode 1, que Arrow, c'est un true believer. Il fait pas ça pour le show, il fait pas ça pour le fame, il fait pas ça pour avoir des followers, il fait uniquement ça parce qu'il croit fondamentalement à Ahmed. Ouais. Ça, c'est cool. Ouais. Ça fait pas comme le vieux feeling de mandarin dans Iron Man. Tu sais, on s'en va de ça. On le cache, on fait comme si de rien n'était. Never happened. Aussi, on a la première comparaison dans laquelle le verre vient du sable. Fait que Arrow passe toute sa journée à marcher sur du sable transformé, alors que Stephen Grant, quand il se réveille, son premier pas de la journée est sur du vrai sable. Comme un peu pour montrer que notre personnage principal dans Moon Knight a une meilleure connexion avec le sable et l'Égypte qu'Arrow. Un peu. Dès l'épisode 1. Steven possède un poisson rouge qui manque une nageoire. Il l'appelle Nemo. Je trouve ça drôle parce que si t'as un poisson qui manque une nageoire, il va presque tout le temps juste tourner sur lui-même parce que c'est tough aller vers l'avant. Et Steven, c'est la personnalité d'un gars qui tourne en rond, pogné dans un bocal, qui est Mark Spector, pis que lui, il sait rien. C'est comme, il y a un animal de compagnie qui est lui. Oh my god! Tellement bon. Je trouvais ça cool. Après ça, toute la suite, je vais aller vite pour l'épisode 1, c'est genre, Steven vient pour se coucher, mais il se réveille écrasé à terre, genre à l'autre bout de la planète. Ah, gueule, pis les gars, ouch! C'est tellement bon! Puis le feeling de comme, Chris, c'est un rêve, ça, je vais juste me lever normal, puis il y a du monde qui le regarde par la fenêtre, puis qui crie après, mais qui est comme, oh! Comment ça s'ouvre? Tu les gars, ah, shit! Après ça passe. J'ai trouvé ça cool comme course-poursuite en char, parce que souvent, il y a beaucoup de images répétitives dans les courses-poursuites en char. C'est comme, le char passe dans cet angle-là, il repasse dans cet angle-là, il repasse dans cet angle-là. Mais c'est comme la même place dans la ville. Mais là, au lieu de faire ça, ils ont fait des switches entre les personnages. Puis j'avais jamais vu ça, une course-poursuite dans laquelle tu manques l'action, mais après ça, il y a des trous dans le pare-brise pis il y a un char en train de voler en arrière. C'est un peu intense parce qu'au début, t'es juste comme, ben là, je manque toute l'action, mais le focus dans cette scène-là est pas nécessairement sur l'action. Il est sur la détresse de Steven et l'incompréhension de Steven. Exactement. Il est sur qu'est-ce qui se passe à ce personnage-là. C'est ça ça prend comme 2 minutes à comprendre. Tu sais, moi, quand j'ai fini l'épisode, j'ai fait comme, j'ai manqué un peu d'action, puis là, je me l'ai surtapé, puis là, j'ai fait, ok, mais c'est pas ça la narrative. La narrative, c'est pas nécessairement l'action. On utilise cette scène d'action-là pour te parler du personnage. Donc, c'est une façon intéressante, je trouve, d'amener des éléments. C'est aussi la première scène qu'on entend la voix de Khonshu. Ouais. Go back to sleep, Warren. On voit que Khonshu, il a déjà sa pyramide de préférés. Puis en fait, ils l'ont vraiment introduit quand même assez. Ça prend. Tu le vois légèrement dans le premier épisode, mais quand on commence vraiment à y parler, c'est la fin du 2e épisode. Donc ça prend 2 épisodes, ça prend 1h30 avant qu'ils apparaissent dans le cadre narratif, mettons, des épisodes. Donc, on a le temps, mettons, de l'introduire. Là. Il vit des. Tu sais, comme quand Khonshu est là, il vit des affaires qui n'ont pas d'allure aussi. Là. Il y a comme des hallucinations, des trucs comme ça. C'est pour montrer que probablement que Khonshu, quand il te parle dans ta tête. C'est probablement qu'il est juste sur place en train de se parler à lui-même comme un séché. Mais comme tu penses que t'es en train encore de bouger, tu penses que fait que ton cerveau il capte pas, pis c'est ça qu'il essaie de nous montrer avec l'ascenseur qui descend mais vers le haut, pis t'es dans le corridor dans le 2 dans lequel il court, mais le corridor devient sans fin, puis il a l'air de toujours revenir sur lui-même. C'est un peu l'idée qu'il est trap mentalement par Khonshu, puis pas s'enfuir de ça. Khonshu veut y parler, il va y parler. C'est ça. Ben, il est dans sa tête, ce serait dur de pas y parler. On voit Arrow aussi dans l'épisode 1 pour la première fois qui montre son pouvoir. Je trouve ça cool, son pouvoir, là, comme il tient il y a juste à tenir les poignets de quelqu'un, puis ça balance, devient rouge, tu meurs. Elle devient noire, tu survis. C'est simple, c'est efficace, il n'y a pas de gros effets, c'est juste la personne en meurt. Pas besoin d'expliquer pourquoi, pas besoin d'expliquer comment, t'es juste mort.
t'es juste mort, ça fait la job. Y a pas besoin aussi d'animer comme un gros laser ou un Kamehameha, là. C'est juste, je te tiens les poignets pis tu meurs. Je trouve ça aussi que les religieux autour, il y a quelqu'un qui meurt devant eux pis sont juste comme wouh! Ahmed, elle a repensé son jugement! Tu sais, c'est comme... Tout le monde dans un monde où tout le monde a survécu puis tout le monde est 100%. C'est vrai. Pur, mettons. Balance. Ouais. C'est que tu fais autant de mal que tu fais de bien. T'es balance. Ça. Le pouvoir de Arrow, pour moi, il va dans le même sens que Kang dans Loki, la série. C'est un pouvoir... Comme Kang, quand il gère la TVA, il juge le monde et condamne le monde sur des possibilités de leur futur. Ouais. Qui est un peu le même concept. C'est pour ça que au travers de l'épisode, je vais vous le mentionner souvent, mais moi, je suis pas mal sûr que la personne qui a trahi Ahmet, c'est Kang. Parce que Kang pourrait avoir été un avatar quand il était Ramatot d'Ahmet, parce qu'ils ont la même philosophie de la justice. C'est vrai. Ils ont été là en même temps. Ils sont dans un univers temporel puis cosmique où est-ce qu'ils auraient pu se rencontrer. Ça fait du sens. Ou une version de Kang aurait C'est ça, une des multiples variantes de Kang, pas nécessairement le One Woman, mais celui qui était Ramatot, a fort probablement été un avatar d'Ahmet, juste pour leur... Ils pensent pareil, ils font le même genre de justice, puis on sait que Kang serait le genre à trahir un dieu pour avoir plus de pouvoir. Ça fait du sens. Il ne devient pas pharaon en étant gentil, là. T'sais. Puis aussi, dans l'épisode 1, on a une scène que je pense que c'est celle qui a le plus de sang dans tout film Disney confondu Marvel. C'est celle où ça coupe, puis là, il y a plein de sang autour du scarabée dans la main de Stephen Grant. Genre, comme, il se fait menacer, puis là, les soldats veulent prendre son scarabée, puis puis là, il y a soudainement plein de monde qui bouge plus à terre, puis lui, sa main est pleine de sang. Pas juste un peu de sang, comme c'est une flaque de sang autour de genre, il utilisait ça pour comme stabber quelqu'un dans l'œil, genre de quoi de même, là, tu sais. Ou genre, il rentrait dans la tête, ou... En tout cas, c'est limite dégueulasse. Puis j'aime ça quand on joue ces limites de ce qui est permis. Steven finit l'épisode en trouvant le stock de Mark dans l'appartement. Parce que là, il se réveille chez lui après tout ça. Puis au début, il est comme « Ah, c'est un rêve. » Puis après ça, il est comme « Wait, c'est peut-être pas un rêve. » Il s'est passé... Non, mais parce qu'il regarde ses poissons puis il en manque. Il se promène, il fait son classique. C'est pas le bon poisson. Il faut qu'il explore son appart, pour savoir est-ce que c'est un rêve ou non, t'sais. Puis là, évidemment, il y a une seule erreur. On voit que le sable il est parfait. Il est attaché comme il est attaché normalement. Par contre, son poisson, il est fixe. Il est pas censé avoir deux nageoires. Puis il y a deux nageoires. Puis là, l'épisode est comme... Il commence à savoir, là. Fait que là, il trouve un téléphone. Dans le téléphone, c'est juste des appels de Layla puis un appel de Ducan. Je trouve ça drôle quand il plug des noms de gens qui sont alliés à Moon Knight dans des comics. Comme le gars qui fait du Crowley qui est comme tout le temps figé en robot dehors, qui est un autre des gens qui aident Moon Knight aussi dans les BD. Je trouve ça drôle que ces gens-là, on les entend jamais parler dans la réalité. Comme tout le monde qui est des alliés de Moon Knight dans les BD, dans la série, on ne les entend pas parler. Comme si c'était... Encore pour jouer sur le he's insane, là, comme tout ce qu'il vit, ça se passe pas pour vrai, puis... l'épisode finit avec lui qui retourne au musée, il se fait attaquer par Arrow. Je voulais juste mentionner ça pour le summon. Tu as réalisé que le summon était purple? Puis comme le purple energy, lié avec comme les autres dimensions, ça a l'air d'être canon maintenant. C'est genre le riff était purple. On sait qu'Agatha Harkness canalise du Nexus, qui est aussi l'énergie entre les dimensions. Son énergie est purple. Il faut comprendre aussi que la couleur purple, ça fait une belle couleur de méchant parce que c'est dark, mais c'est pas genre noir, mais c'est cosmique un peu. Fait que c'est comme, quand quelque chose est comme de cette couleur-là, ça sonne méchant. Comme tu sais, mettons, moi, si je casse des spells, puis mon spell, mettons, il est l'opposé du purple, qui est le gold, qui est comme un peu la couleur opposée. Comme dans Doctor Strange. Doctor Strange, quand il casse, ses spells sont comme or-orange, mais l'opposé de ça, c'est du purple. Donc, ça fait plus méchant. Donc, la dichotomie des couleurs
fait juste que c'est une bonne couleur de méchant aussi, là. Mais au début, dans Marvel, la magie négative était pas mauve, était verte. Loki, sa magie est verte. Green Goblin, mettons, il se bat, ses couleurs sont verts. La majorité des méchants utilisent le vert dans leur couleur. Ouais, genre le Joker, c'est le vert dans DC. Oui, mais on parle-tu de ce qui est canon dans Marvel, dans le Marvelverse, ou on parle du vieux stock avant de non, Sony juste du de Marvel à gauche MCU. vers droite? Juste dans le MCU, avant, il représentait la magie plus méchante. Le seul magicien qu'on avait, c'était Loki, dans le MCU classique. Sa magie était verte. C'est juste depuis qu'ils ont rentré Agatha qu'on commence à avoir du mauve. Il y a eu du mauve là. Après ça, il y a eu le mauve à cause de la faille dans No Way Home. Il y a eu... Ben, la Stone Mauve, c'est la Power Stone. Ouais, mais on la voyait pas tant. De Galaxy. On la voit pas. Son énergie, je veux dire, tu sais, une fois qu'Amy... je veux dire, elle est mauve, mais... Ben, ça se peut aussi qu'ils s'en vont dans cette direction-là, là, dans le côté mauve-esque, un peu de Dormammu qui est mauve aussi. Ouais, mais qui est comme la magie interdimensionnelle, un peu. Ouais, ben, tu sais, les fanatiques, ils ont du mauve autour de la gueule aussi, puis des yeux. L'épisode a fini avec une... parce que toute la scène dans laquelle il summon, évidemment, il s'enfuit, il se bat contre un chien démoniaque, genre. Je trouvais ça nice, les créatures weird qui sont pas humanoïdes, ça fait changement dans l'univers de Marvel, j'aime bien ça. Une des raisons aussi... pourquoi j'avais Doctor Strange 1, j'aime ça les affaires fucked up. Thématiques aussi égyptiennes sont encore là, tu sais, une pépite... Puis c'est la seule discussion réelle dans laquelle on voit en one take cinématographique Steven puis Mark avoir une conversation un et l'autre, alors que ça passe quand on le voit, mettons dans la réalité, c'est Steven, puis à chaque fois que la caméra continue à tourner puis elle pogne le miroir, c'est Mark qui parle dans le miroir. Ouais. Cette scène-là à faire, Oscar a dit qu'il a juste été capable de la faire à la fin. C'est pour ça que la majorité des scènes, on voit des sweeps, comme mettons, ça fait tac parce que c'est trop tough à jouer, là. Puis cette scène-là, je trouvais qu'il avait tellement bien eu, je veux refaire un petit soulignement là-dessus. Juste cette scène-là, elle mérite un Oscar. Genre comme, je pense pas qu'il y a 10 acteurs qui sont capables de jouer dans tout Hollywood, cette scène-là. Ouais. T'as-tu vu comment mon chien, c'est une grosse guidoune? Ouais. Excuse. Fallait que je le cale. Ceux qui regardent ça, là. Mon chien, il est juste comme, frotte-moi. C'est ta job. Anyway. Je sais pas, moi, combien tu penses que ça y a pris de take avant de l'avoir, genre comme ça. Tu penses qu'il l'a refait souvent? Ou... Ben, cette scène-là, il a été tourné vers la fin de la série. Fait que, je sais pas si ça y a pris beaucoup de take, parce qu'il commençait à être habitué. Ouais. Mais... si good job. Ça juste la filmer avec le caméraman, faut qu'il bouge, faut que ça soit de pas se pogner lui-même, puis toujours pogner la face du bon perso au bon moment. Pis, oh my god, ça c'est. Il y a des plans de caméra aussi qui bougent souvent, là. Ça devient compliqué aussi de genre vraiment bien timer toutes ces choses. Faut pas que les caméras se pognent. Oh my god. J'aime ça quand on fait des choix comme ça parce que c'est tough à faire. J'aime ça quand c'est tough, c'est beau, pis ça fait du sens dans l'histoire. Pis on aime ça. OK, fait que le reste des épisodes en rafale, l'épisode 2 commence avec Steven qui se réveille en courant et plante en pleine face. Encore un classique, on aime ça. Qui est encore une autre preuve que Mark, il replace toujours le sable. Tu sais, on avait un peu, tout le monde, on savait déjà dans l'épisode 1, je pense que comme c'est ça qui se passait, que Mark, il replace le sable. Mais c'est une autre confirmation. Steven va voir le tape de sécurité sur son attaque. Puis on le voit qu'il court dans le musée, mais qu'il n'y a rien qui le suit. Comme si tu fais pas partie un peu du monde mystique, il y a certaines créatures mystiques que l'humain normal ne verra pas. Faut que tu aies des super pouvoirs pour le voir. Sinon, il est comme un peu dans une autre dimension, puis un peu dans la nôtre, fait que t'es pas capable... Comme nous, les humains normaux, on n'est pas capable de compute que c'est là, fait qu'on le voit pas. Comme ça n'existe pas. Fait ce que je trouvais nice, c'est que moi, ça me faisait penser à Fight Club. C'est le genre de scène exactement dans Fight Club, dans lequel il dit « Je me suis battu avec tel gars dans les escaliers, puis là, il va voir le tape, c'est lui qui se punch d'en face dans l'escalier, tu sais. » Même affaire. Cela finit avec Mark qui regarde la vidéo. Puis ça, je trouve ça nice parce que tu le vois tout de suite que c'est Mark. Juste avec l'intensité qu'il regarde la vidéo, comme le footage de caméra, là, il le regarde comme mode casse à la gueule, mon tabarnak. Puis t'as juste Steven qui shake en faisant comme « It wasn't me ». Ça, là, c'est tellement bon parce que ça doit être comme ça que tu te sens. Tu sais, tu te vois,
Puis c'est pas tes traits, c'est pas des émotions que t'as l'habitude de démontrer. Là, oh my god, ça doit être perturbant, là. Mais moi, c'est un truc intéressant parce que, tu sais, quand il se fait crisser dehors, Steven, après ça, j'aime ça comment il y a une différence, genre, mettons, comme entre, mettons, le concept américain puis genre le fait qu'ils sont en Angleterre. Parce que, comme, tu sais, oui, il se fait crisser dehors, mais il se fait plus offrir de l'aide que d'autres choses. Genre, il se fait offrir littéralement de la thérapie, genre. Quelque chose que tu verrais pas aux States, il serait juste comme get the fuck out of here, puis genre, il actionnerait ta race, là. Il y a beaucoup de monde en ligne qui sont sûrs que le gars qui offre de l'aide est un agent de Arrow, là. Ah, probablement. C'est pour ça qu'Arrow revient au musée, il trouve le musée, l'exact musée. C'est surtout aussi pour ça le pamphlet qu'il donne, c'est une genre de maison de tatata qui est probablement un peu il appelle ça l'asile, mais tu sais, c'est quasiment plus un hôpital psychiatrique, là. Je dis pas vraiment, on dit pas ça asile, là. Mais, je vais faire plein de parallèles. Une fois que tu l'as écouté, moi je l'ai écouté comme une fois et demie, 2 fois, là. Fait que, tu fais des affaires, tu fais comme, ah, ok, puis en tout cas. Quand Steven, il trouve le stage de Marc, parce que là, il a trouvé quelques informations, il réussit à trouver une place dans laquelle il y aurait des objets à lui. Fait que, ça, on va voir c'est quoi, tu sais. Ouais. Quand il ouvre la place, c'est un stage, il l'ouvre, puis il y a plein de passeports, il y a de l'argent. Puis je trouvais ça cool parce que 2 détails super importants dans ces petites informations-là. Dans le passeport, c'est marqué 2018, qui a été fait, le passeport. Le faux passeport a été fait en 2018. Ça veut dire qu'il n'a pas pu être bleep. C'est la seule information qu'on a que Moon Knight n'a pas été Thanos Snap. Par la suite, le premier stack de cash, c'est de l'argent chinoise. Le seul groupe criminel chinois qu'on connaît dans l'univers de Marvel, c'est les Ten Rings. Est-ce qu'on va voir Shang-Chi puis Moon Knight ensemble prochainement? C'est-tu un petit clin d'œil de « Attendez-vous à voir Moon Knight dans Shang-Chi 2? » Tu sais, si on disait que c'était un tournoi à la Mortal Kombat, avoir Moon Knight dans Mortal Kombat, c'est pertinent. C'est un brawler. Ouais. Immortel. Quand même nice. Du rabat. Après ça, je trouve ça... toute l'histoire de Layla, je vais y aller rapidement, mais ça commence avec une vision upside down. La première fois qu'on voit Layla, on la voit à l'envers. C'est un peu déjà le clin d'œil que Layla est pour la vie qui est à l'envers de Stephen Grant. T'sais, Layla est en lien avec Mark. C'est comme une autre confirmation narrative. Puis c'est plein de shots que j'aime ça, les upside down shots. D'ailleurs, Layla est un personnage vraiment intéressant. Oui. Je trouve que le fait que Khonshu la considère comme étant son prochain avatar, c'est vraiment une bonne idée parce qu'elle est vraiment fucking sa coche. On s'entend-tu que sans elle, il aurait réussi à rien colisser, là? Elle fait plus avancer l'histoire quand elle est là que genre le personnage principal. Ils ont fusionné 3 persos ensemble, qui étaient 3 personnages pas intéressants de l'univers de Marvel Comics. Puis ils ont fait Layla, qui est comme la meilleure version d'Indiana Jones. Genre. Elle a des faux passeports, elle a du contact dans le black market, elle sait vraiment ses shit, est capable... Elle s'assit un peu. Elle s'assit, elle drive des motos, elle est capable de faire des tricks, elle est acrobatique, elle sait tirer du gun. Intelligente, elle est capable de lire le hiéroglyphe ancien. Elle connaît plein de langues, elle connaît le français, l'égyptien, puis l'hiéroglyphe, puis l'anglais. Puis en plus, c'est Scarab, c'est Scarlet Scarab, qui est comme un des personnages de Marvel les moins intéressants de toute l'histoire de la planète. Puis là, ils l'ont mis intéressant. D'habitude, c'était juste un héros pour dire qu'il y en avait un égyptien dans l'univers de Marvel Comics. Puis là, au moins, ils ont donné quelque chose de plus intéressant. Là, que juste, ben là, on a un personnage égyptien, il s'appelle Scarlet Scarab. Ouais, ben, elle se fait demander à la fin par une random bystander, une petite fille fait comme Are you like an Egyptian superhero? Puis elle est juste comme Ben oui, man, check ça, schlink! Elle est tellement cool. Elle dit qu'elle aimerait ça avoir un spin-off. Je pense que ça serait intéressant. Peut-être un spin-off encore plus Indiana Jones. Why not? Évidemment, Arrow et Steven, ils ont encore une rencontre, comme dans presque tous les épisodes, vont avoir une rencontre 1 à 1. Steven refuse d'écouter Arrow et Arrow explique sa propre relation avec le dieu. Dans le fond, lui, il dit que Khonshu, il l'a maltraité, puis que lui, c'est une victime de Khonshu, puis tout ce qu'il fait, c'est parce que Khonshu, c'est une merde. Puis c'est un peu là que Steven commence à... Ben, il se méfie déjà de Khonshu, mais là, on a la séparation que Mark suit Khonshu, puis que Steven veut pas suivre Khonshu. À partir un peu de ce moment-là. Aussi, il prend ce moment-là pour expliquer le but d'Amet à Steven. C'est là qu'on a l'explication en long
de qu'est-ce qu'il veut faire, puis c'est quoi les limites aussi de ce qu'il veut faire. Entre autres, quand Steven, il dit « Ouais, mais tu fais quoi d'un enfant? » Comme, ben, on le tue. S'il va être coupable, on tue l'enfant. Comme si... Puis il le décrit comme si c'était un cancer. Comme si l'enfant était un cancer. Puis Steven est genre « Pas d'accord, moi, avec cette rhétorique-là. » Ben, c'est drôle parce que c'est comme la première affaire qu'il a parlé, c'est les kids. C'est drôle parce que la raison pour laquelle Steven elle existe, c'est à cause que en tant qu'enfant, Mark vivait de l'abus. Donc c'est comme la première affaire qui a cliqué dans la tête. Là, on comprend ça, mettons, après avoir vu cette partie-là. C'est un drôle de fact parce que tu sais, c'est des gens qui ont de l'air vraiment comme gentils, affectueux, ouverts d'esprit pis tout. Pis genre dans le down low, genre ils fucking genre tuent des gens, genre pis tout, mais comme vu qu'ils sont trop nice dans la journée, ça comme ça balance un peu, genre. En tout cas, c'est bizarre. Balance de scale. En fait, c'est que Steven n'a jamais rien commis comme crime. Fait que quand Arrow balance sa scale dans l'épisode 1, c'est sûr que ça donne une scale positive. Le gars, il sait rien. Il sait même pas que sa mère l'abusait. Il ne sait rien. Fait que tu peux pas le condamner. Évidemment, Arrow se summon encore avec son Purple Rift. Il y a encore des... Ça, c'est le classique de tous les épisodes de Moonlight. Là. À un moment donné, je vais peut-être arrêter de le dire, mais Arrow summon quelque chose puis il se bat contre. Moi, là, quand il tombe, pis t'as juste Mark qui crie à Steven de summoner le suit. Pis t'as juste Steven qui crie « Suit! Suit! » Il y a un suit genre un costard. Je trouve ça encore drôle, pis ça fait genre 1 mois je l'ai vu, un super-héros qui crie « Suit » pour faire apparaître son suit. C'est de calice que c'est bon, man. Puis après ça, évidemment, on voit pour la première fois Mr. Knight. On en a parlé au début, fait qu'on va éviter d'en reparler. C'est le fun qu'ils ont fait une vraie distinction entre les costumes aussi. C'est pas tout le temps le cas d'un BD. Là, c'est nice. Bien content avec ça. L'épisode finit avec Mark qui explique que son service à Khonshu, c'est un prix qu'il doit payer pour être encore en vie. Fait que c'est pas lui qui fait ça volontairement. Il fait un peu ça parce qu'il a pas le choix, parce qu'il aime ça en vie. L'épisode finit sur une image de Steven dans le miroir qui est enveloppé d'un drap. Puis l'image, elle tasse, puis tu vois Mark qui a pas de drap sur lui. Puis c'est la première fois qu'on voit que dans le miroir, ça peut être vraiment différent au point que les objets autour de toi peuvent être utilisés différemment. Steven a du sang sur le poignet. Il a le couvercle, le drap par-dessus lui, puis il est un peu comme en shake, comme en état de choc. Mark, lui, est couché à terre en bédaine, puis il a une grosse bouteille d'alcool dans les mains. Steven n'a pas la bouteille d'alcool, puis Mark n'a pas le drap. Je veux dire que comme quand ils sont dans la tête de l'autre, tu peux même influencer jusqu'aux objets que tu montes à l'autre. C'est fou. C'est comme un monde en lui-même. C'est comme quand tu regardes l'autre, t'es dans un monde. C'est comme là, tu regarderais au travers un miroir puis tu verrais ta réalité. Puis là, tu comprends que là, t'es dans la tête. Ça doit être fucked up. Épisode 3. L'épisode commence avec un effet de blur qui se clarifie. Puis ça, j'ai trouvé ça nice parce que ça faisait 2 épisodes qu'on commençait avec Steven qui se réveille. Steven qui arrive dans la réalité. L'épisode 3 commence avec la réalité est floue, puis elle fait juste se clarifier. Encore un effet de quelqu'un qui se réveille, tu sais, t'as les yeux pleins d'eau. Encore toujours jouer avec est-ce que c'est vrai ce qu'on vit dans la série? On tombe sur Layla, elle fait des faux passeports. Dans les faux passeports, on voit que son premier faux passeport à Layla date aussi de 2019, ce qui est dans les années du blip. Fait qu'elle aussi, elle n'a pas été blip par Thanos. Même temps, ça aurait été tough de sortir avec Mark s'il y en a un des deux qui aurait... C'est ça, tu sais. Les couples marchent difficilement après un blip, ok? On va juste dire ça. C'est aussi l'épisode dans lequel on nous montre qu'elle est vraiment resourceful. Elle a des contacts, elle est capable de se faire des faux passeports, elle est capable d'aller en Égypte sur un claquement de doigts. Puis que peu importe dans le fond ce qu'elle met son mind to, Layla, elle y arrive. C'est cet épisode-là qui nous montre ça. Puis ça, je trouvais ça bien. C'est aussi l'épisode dans lequel on voit le focus sur Mark pour la première fois, l'épisode 3. Les 2 premiers épisodes, c'est sur Steven jusqu'à la fin dans lequel la dernière scène, c'est Steven qui est pris dans la tête de Mark puis qui est en état de panique total. Fait qu'on commence là-dessus. L'épisode 3, c'est Mark. Ouais. D'ailleurs, l'épisode 3, la chose la plus drôle que j'ai jamais vue de ma calice de vie, c'est pas avec les gars avec des couteaux, genre, sur les toits. Puis à un moment donné, il y a un gars avec son couteau, puis il est comme, il liche sur son couteau, puis genre, juste quand il bam, il se fait juste shot dans la face, genre, j'ai fait comme, bon, enfin, il y a quelqu'un qui l'a fait. Arrêtez de mettre des couteaux dans vos gueules. Ça me fait penser, là, au vieux gag, là, Internet, là, genre,
que le gars, il est juste comme, I have poison on my dagger. Ah! Il fait comme, oh fuck, puis il meurt. Genre, j'étais juste comme, pourquoi tu liches ton calice de couteau? Premièrement, c'est dégueulasse. Deuxièmement, c'est dangereux. Troisièmement, il s'est fait une puncher dans la gueule quand il est parti. Il y a des détails vraiment cool dans cette bataille-là. Le thug le plus jeune contre qui il se bat sur le toit, il a comme une veste en jean. Dans son dos, c'est Ramatot. C'est Kang en pharaon. C'est exactement le même forme, le même chapeau que Kang a quand il est un pharaon. C'est bien drôle. Après ça, on voit que pour la première fois, Mark, il retient ses punches sur justement le gars qui a la veste en jean, le plus jeune. Il vient pour le puncher dans la face de toutes ses forces, puis il arrête, puis à la place, il gifle. Il slappe de plein fouet. Puis c'est déjà la petite clin d'œil qu'on a dans cette série-là que Steven représente le contrôle, mettons. Mark est une balance entre quand il faut de la force pour régler le problème, ben il aime pas ça. T'sais, il fait pas ça parce qu'il veut voir le gars saigner, il fait pas ça parce qu'il veut faire du mal. Il a toujours conscience aussi de l'âge de la personne. Est-ce qu'elle a le temps de se rattraper? Est-ce que son crime qu'elle a fait est pardonnable ou impardonnable? C'est un peu ça, lui, ses conflits. C'est un peu aussi, c'est la première fois aussi dans ce bout-là qu'on voit qu'à un moment donné, c'est que c'est la première scène où Mark perd aussi le contrôle. Et voilà. C'est le premier blackout de Mark, parce que les blackouts, c'était juste un phénomène qu'on voyait chez Steven. Quand Steven il blackout, c'était Mark. Et là, quand Mark il blackout, le réflexe, c'est de penser que ça va être Steven. Mais à la fin du blackout, il tient les cheveux d'un des criminels, puis il y a une dague dans son chest, OK? Fait que là, il bat trip parce qu'il est comme shit, je voulais pas les tuer, je voulais juste leur péter à la gueule, puis là, soudainement, j'en ai un kill. Puis là, il est comme Steven, puis Steven est comme wow, c'est pas moi, man! Fait qu'on sait déjà qu'il y en a un troisième, mais les deux ignorent automatiquement cette affaire-là. Parce que si, avant l'épisode 1, faut dire qu'on apprend au travers de la série que ça fait juste 2 mois qu'ils ont commencé à avoir un peu conscience l'un de l'autre. Ouais, l'un de l'autre. Parce que avant ça, c'était pas tant le cas. Mark avait un peu conscience de Steven. Steven avait zéro conscience de Mark. 0, 0, 0, 0, 0. Fait que les deux ont le réflexe dans leur vie que lorsqu'il y a quelque chose qu'ils sont pas capables d'expliquer, déni total. Puis c'est la première fois qu'on voit le déni chez ces personnages-là. Parce qu'après avoir dit « c'est-tu toi? Non, c'est-tu toi? Non », ils y pensent plus jamais du reste de la série. Ça fait du sens quand tu sais, mettons, la raison pour laquelle Steven n'était pas au courant que Mark Spector était là, c'est parce que à ce moment-là, cette personnalité-là était là un peu pour protéger Mark Spector. Ouais. Puis là, ils ont une troisième personnalité qui ont sûrement... Ben, on va sûrement le voir s'il y a une saison 2 ou s'il y a une suite à ça. Mais c'est probablement une personnalité qu'ils ont développée dans le but de se rendre où est-ce qu'ils veulent se rendre sans avoir confiance des atrocités qu'ils font peut-être. Ouais, en fait, de ce qu'ils nous ont expliqué dans la série, dans les flashbacks, c'est que Mark a créé Steven pour que quand il était en Steven, il était capable de zone out sa mère qui criait après lui. Fait que l'abus verbal, puis la non-présence de sa mère aussi. Par contre, une des dialogues les plus importants dans cette scène-là, quand Steven puis Mark parlent de cette scène-là, c'est que les deux mentionnent qu'ils se souviennent. Steven ne se souvient pas s'être fait battu par sa mère. Mais Mark, il dit « Je t'ai créé pour oublier les coups que ma mère me donnait. » Fait que c'est Jake. T'sais, la série nous dit tout de suite que Jake Lockley est la personnalité qui a fait les punchs. C'est pour ça que quand il est dans sa tête, le monde qui est dans sa tête, qui est l'asile, dans l'asile, le monde intérieur de Mark Spector, mettons, Jack Lockley a le nez brisé constamment. Dans le monde mental. Mais dans le monde réalité, son nez, il est pas brisé. Mais la façon qu'il pense à lui, c'est que son nez est brisé comme si sa mère le punchait. Il y a aussi son sarcophage aussi. Quand il trouve Steven, il y a le sarcophage de Steven qui est couché. Puis là, il passe devant une autre en rouge qui est juste fermée, puis il passe devant. Puis... Exactement. L'ignore. Ils sont dans le déni. Déni total. Puis ça, c'est beau, là. Probablement à cause de toutes les choses horribles que cette personnalité-là a faites, puis que Khonshu utilise subtilement pour se rendre où est-ce qu'il a besoin de se rendre, tu sais. Ça me donnait la première catégorisation finale des trois. Parce que comme on disait dans les comics, Jack Lockley n'est pas vraiment plus violent que Mark Spector, ils sont juste différents. Il y en a un, c'est un criminel de la rue, un peu comme un thug, il va avoir des... Mettons, il connaît les dope dealers, il sait comment parler pour comme
il va croiser une gang de gangsters, il va savoir comment leur discuter, il va savoir quoi leur demander. C'est où les turfs, mettons, quel territoire appartient à quel groupe de mafia et compagnie. Mark Spector, lui, a les contacts internationaux de genre, faut que tu me rentres dans un pays pour que j'ai assassiné quelqu'un. C'est qui que j'ai besoin. Puis dans les BD, Stephen Grant, c'est celui qui apporte l'argent. Là, ils ont fait que Mark Spector, c'est le mercenaire et le gars qui apporte de l'argent. Jack Loki, c'est celui qui fait ce que Mark ferait pas. Puis Steven, c'est juste le bon gars. Le break, là. C'est le breaking point. C'est quand on a besoin de quelqu'un qui est plus terre à terre, qui est plus comme... C'est le négociateur aussi. C'est comme ça qu'à la fin, il présente. C'est lui qui négocie. Ouais, c'est lui qui négocie avec Khonshu. Tu sais. Il va représenter l'aspect intellectuel de Mark Spector, l'aspect il se souvient des affaires, il sait les trucs égyptiens, ce qui est pratique quand t'es un avatar égyptien de connaître le monde de l'Égypte. C'est un peu ça qui suck avec Mark Spector, c'est que c'est un goon, fait que, tu sais, quand genre t'es comme l'avatar d'un dieu égyptien, peut-être que tu veux peut-être apprendre une coupe de hiéroglyphes à gauche et à droite, tu sais, d'un coup que ta thématique est pas à thématique d'égyptien puis tu connais pas un peu le background, tu sais, je sais pas, non? En tout cas, qui suis-je? La fin de l'épisode, c'est avec Midnight Man, qui est un des vilains de l'univers des comic books de Marvel. C'est un collectionneur. Puis ça, j'aime ça, les personnages qui ont pas de vrai... C'est des evil, parce qu'ils devraient pas avoir ces objets-là, puis ils devraient les donner à des musées, puis comme ils les ont illégalement acquéris et compagnie. Mais ils font pas d'autre mal que le cadre d'acquérir genre des artefacts. Avarice. C'est ça. Fait que c'est pas le genre des serial killers, c'est pas du tout des gens qui vont ruiner des vies. C'est juste que si ils ont l'information qu'il y a un archéologue qui a trouvé quelque chose de rare et célèbre, ça se peut qu'il aille le voler ou qu'il s'arrange pour l'acheter, puis que ce soit pas un musée qui l'aille, que la planète en attende pas parler, pour que lui fasse des parties louches, puis qu'il va comme moi je l'ai, moi le l'ai. Check ça. Puis RRP à l'acteur qui jouait, malheureusement, il est mort pendant qu'il tournait la série, il est juste là un épisode, il pourra pas revenir dans aucune autre forme. Ouais, l'acteur il est décédé. Il est mort de quoi, on le sait-tu? Il me semble que c'est comme un accident de moto, d'auto, quelque chose de même. Ah, ok. Je m'en souviens pas, là. Mais il est mort. Fait, malheureusement, on pourra pas le revoir. Je trouve qu'il avait bien, il jouait bien, je trouve, le narcissique, un peu riche, qui a juste comme l'underground, comme avec sa robe de chambre, genre rouge en velours, puis... maghrébin un peu, genre égyptien funky, ouais. Ouais, il était vraiment cool. Le combat, il est nice aussi, là, dans lequel en plein milieu, t'as Mr. Knight qui apparaît pour essayer de négocier la situation, genre comme si le monde allait arrêter d'essayer de se péter la gueule. Il se fait juste traverser par plein de lances. Pauvre lui, c'est vraiment. Fait que l'épisode 4, c'est la première fois qu'on voit la prison à Dieu qui est juste un mur avec des statues dedans. Moi, je trouve ça drôle parce qu'imagine t'es un pecno, pis tu rentres dans cette pyramide-là, ok? Pis ça donne que tous les avatars sont à congé ou balades. Pis même pas que t'es fait de même, tu sais pas c'est quoi. Là, tu le rapportes chez toi, t'es comme Chris, c'est beau, cette statue-là, t'en voles une. Tu le ramènes chez toi. Puis là, t'as des enfants. Puis là, ton enfant joue avec, pis casse une statue d'Evil God. Bref, je trouve que le système de défense là, c'était laissé à désirer. Là. Je sais pas si comme... En plus, Leila, elle arrive à ces statues-là assez facilement, je trouve. C'était ça mon point, comme c'est facile pogner une statue puis la coller sur la terre. Bref. Surtout que c'est censé être tous des dieux qui méritent d'être enfermés à jamais. Là. C'est aussi l'épisode qui est le plus Indiana Jones. Dans les premiers films, on avait les petits angles un peu plus Fight Club. Dans celle-là, on avait les angles un peu plus Indiana Jones. C'est quasiment tout. On va dans des cavernes, puis on va chercher le trésor, là, le vibe de l'épisode. On a même droit à une scène dans laquelle on enlève des organes à un cadavre, de la même façon que dans Indiana Jones, on enlevait les cœurs. Un peu dégueulasse, ça. Mais en même temps, c'est le fun, ça crée un peu de lore, là. Tu vois que c'est des vieux sorciers là, qui protègent la pyramide. C'est cute, c'est cool. Après ça, c'est aussi dans cet épisode-là qu'ils disent qu'Alexander the Great aurait été le dernier vrai avatar de Hamet. Fait que moi, ma théorie, c'est que Alexander the Great était cool et gentil, alors que Kang a vraiment été de la merde dans les différents, mettons, rapports d'avatar à Hamet. Puis aussi, je trouve ça nice qui explique que la conquête d'Alexander the Great qui a vraiment été légendaire dans le mythos de l'histoire, comme étant juste un gars qui était boosté par un dieu. Ça fait du sens, là. La même façon que... Ben, écoute, j'aime ça comment le MCU ont utilisé toute l'Égypte pour juste avoir des gars boostés. Tous les pharaons égyptiens, c'est juste des gars qui avaient de la technologie ou des powers.
genre fucking Ensa Banner, genre fucking Alexander the Great qui est comme l'avatar c'est tout, ils ont tous des powers, genre si t'as été un pharaon, c'est parce que t'as été soit un power, t'es Kang ou t'es genre comme si tu veux pas juste être pharaon en étant juste comme c'est juste né qu'on genre n'en parle d'un autre pas. pharaon. C'est juste qu'on n'en parle pas. Ils sont pas le fun, Ouais, c'est ça. Ils sont plates. Tout le monde a régné sur l'Égypte. Tous les grands conquérants ont régné sur l'Égypte à un moment donné, puis je comprends pas pourquoi. Genre, c'est tellement juste un spot comme random dans le monde pour régner. Arrow, qui révèle pour la première fois à Layla que Marc était là quand son père à Layla est mort. En fait, lui, il dit que c'est Marc qui l'a tué. Moi, je trouve que c'est une question de perspective. Parce que si t'es là quand quelqu'un meurt, ça fait pas toi la personne qui a tiré le gun. Oui, c'est à cause de Marc que, mettons, son père à elle était dans la situation, mais c'est pas lui qui a dit à son associé, tire donc une balle dans la tête, tabarnak, puis après ça, tire-moi dans le chest, ça a de l'air nice. Comment ils mettent la faute exagérément, c'est comme, j'accepte sa part de faute, c'est un mercenaire, sa job est pas nice, mais tout le reste, pas tant de sa faute. C'est souvent ça, là, les gens qui ont comme pas l'orgueil, mais qui ont la vengeance mal placée, là, parce que tu faisais partie des gens qui faisaient ça, genre, automatiquement, t'es comme, faut que je te, tu sais, c'est un peu comme, c'est le problème de fucking Wolverine, tu sais. Lady Deathstroke est juste comme, ah, t'as de l'adamantium en toi, le projet de mon père, c'est clairement toi qui l'as tué, puis toute ma vie à ça à cause de toi, puis il est juste comme, ouais. Tu sais, c'est tout le temps comme la vengeance mal placée de certaines personnes qui sont trop intenses. En tout cas, ouais, mais en même temps, il faut des méchants dans un univers de Spy Flag. Ouais, je pense qu'il manquerait de méchants s'il n'y avait pas des vengeances excessives. Ouais, c'est vrai. On a aussi un moment que j'ai trouvé fucking drôle parce que quand Layla a cette information-là, elle va confronter Marc, mais c'est Steven qui est en contrôle à ce moment-là. Puis Steven fait juste nope la situation. Tu vois que comme il se fait crier dessus, puis genre nope, ça switch automatiquement à Marc, genre fuck that shit. Tout de suite après, Arrow arrive, menace, Layla s'enfuit, Marc est comme ah, je vais tout vous prendre, bande de fuckers! Papa! Il se fait tirer 2 balles dans le chest, tombe dans l'eau. Et malheureusement, dans l'autre épisode d'avant, il avait perdu son lien avec Khonshu parce que Khonshu a décidé d'être un fucker 2 fois dans le même épisode. T'as juste le droit d'être un fucker 1 fois par épisode, sinon les dieux te transforment en statuette. Ça, c'est bien important. Je vais pas perdre mon temps là-dessus parce que les moves de dieu, de juste comme faire une illusion pour que ça matche, pis faire même. Moi, c'est pas les parties qui m'intéressaient. Là. C'est juste logique dans un show comme Moon Knight qu'à un moment donné, le personnage soit moins fort pour qu'il se fasse péter la gueule, pour qu'il redevienne fort puis qu'il gagne. C'est juste la mécanique normale. Avec le ciel. C'est cool. Ça, c'est un bel effet. C'est un bel effet. C'est le dieu de la lune, c'est le dieu de la lune puis du ciel. Je veux dire, il y a clairement cette power. Sa mécanique est nice parce que c'est la lune, donc la nuit. Et c'est pas le mal la nuit. Lui, il veut que les gens puissent se promener la nuit puis aimer la nuit. Mais tu peux pas aimer la nuit s'il y a des criminels. Et c'est pour ça que c'est un dieu de la justice. C'est quand même nice. Que moi, je veux que le monde aime la nuit puis Chris, le monde a peur. Mais une fois qu'on va tuer tous les criminels puis après ça, le monde, ils vont m'aimer. Travelers of the Night. Hein? Are you gonna protect the Travelers of the Night? Voilà. D'ailleurs, on sait jamais vraiment c'est qui non plus de Travelers of the Night. Il en parle tout le temps. Promène la nuit. C'est toute personne qui veut vivre de nuit. Ouais, ok. Lui, il y a longtemps... J'ai l'impression qu'il y a comme d'autres choses en arrière. Il y a longtemps, c'était probablement genre un groupe de personnes qui vivaient dans le désert, qui faisaient des deals la nuit ou qui se traversaient des... Je sais pas, le désert de nuit parce que de jour c'était trop chaud. On ne saura pas. Probablement jamais. On ne saura jamais. Fait qu'une fois qu'il se fait tirer dessus, ça coupe et il se réveille dans un asile psychiatrique. Parce qu'il n'y a rien de plus normal que se faire tirer 2 balles dans le chest, tomber dans de l'eau, puis se réveiller dans un asile psychiatrique. La première chose qu'on voit, c'est une parodie d'Indiana Jones, dans laquelle le personnage s'appelle Stephen Grant, qui est le premier indicateur pour nous que Stephen Grant est donc la personnalité qui a été créée par la suite, parce que c'est le même nom qu'un personnage comme, tu sais, je pense pas, du moins j'ai jamais croisé quelqu'un qui s'appelait Indiana Jones, mettons Cormier. Stephen Grant, c'est louche. T'sais. Surtout que son nom de famille, c'est Spector, puis s'est jamais rendu compte que sa famille, c'était des Spectors, Stephen Grant. Mais il est dans le déni. Il parle dans le vide. Justement, dans un des backgrounds, on voit Marc fait une crise de panique à la mort de sa mère, puis ça switch, puis c'est Steven qui appelle sa mère au téléphone, puis il y a jamais l'écran d'appel sur son téléphone. C'est genre Messenger ou Facebook ou whatever, tu sais. Dans l'asile psychiatrique, je trouvais ça nice que Marc est attaché à la jambe, à la chaise, comme Steven s'attache au lit. Belle petite Marc. Ça, c'est un truc intéressant, comment il fait ses liens mentaux.
Ouais, mais il y a une affaire intéressante aussi que quand Mark refuse de vivre, mettons, ce qu'il est censé vivre, il se retrouve avec Arrow comme Ouais. si c'était un docteur, puis comme s'il vivait un peu le déni de... il y a comme deux layers à ça qui sont un peu intenses, ça prend comme 2 minutes un peu avant de comprendre, jusqu'à ce que T'as l'asile tu qui est commences... l'Underworld. Quand il parle à Ouais, Arrow, c'est dans sa tête. c'est ça. C'est pas la même place. Comme avec Arrow, c'est pas nécessairement l'Underworld. C'est lui qui est trap dans sa tête. C'est les pensées de lui dans sa tête. Parce qu'à la fin, il y a une scène dans l'Underworld. Puis il est déjà quitté l'Underworld. Fait que c'est juste la réalité que lui, sa tête, pour lui, c'est un asile, c'est une prison. Genre, d'après moi, qu'est-ce qu'on voit dans ces moments-là? C'est les autres personnalités qui sont pas dans la réalité en train de bouger le corps. Ouais. C'est comme un... C'est comme une dimension, genre, psychique de comme... Ah ouais. La représentation de sa tête, où est-ce qu'il peut avoir des... Il y a une discussion avec Arrow, mais je sais pas si Arrow est vraiment là, parce que j'ai comme l'impression qu'il est peut-être un peu là, on dirait. Parce qu'à la fin, il est là. Il se retrouve lui-même dans un hôpital psychiatrique. Fait que... Ouais, parce que lui-même, il meurt. C'est ça l'affaire, c'est que l'Underworld, pour ces gens-là, se retrouve à être un asile psychiatrique. Ça aurait pu être n'importe quoi. C'est ça que Tawet dit, dans le fond. C'est que quand tu meurs, ton cerveau peut pas compute l'information du monde des morts. Fait qu'à la place, tu fais juste mettre le décor selon ce que ton cerveau pense que tu mérites. Ou ce que tu es capable d'accepter. Ou ce que tu es capable d'accepter. Puis lui, la seule chose logique qu'il est capable d'accepter, c'est qu'il est insane. Fait qu'il se retrouve dans un asile. Mais c'est aussi un clin d'œil avec une trame de BD qui est vraiment cool parce que il y a une trame qui commence dans laquelle Moon Knight est directement dans l'asile. Puis tout le long, ça se passe dans l'asile. Puis tout le long, justement, c'est la question de est-ce que tout ce temps-là dans les BD, Moon Knight existait pas puis il était juste insane? Ou est-ce que tout ce qu'il fait existe, mais il est aussi insane? Parce qu'il n'y a jamais question de s'il est insane ou non. C'est s'il est à quel niveau d'insanité. C'est comme, est-ce qu'il hallucine pour vrai des dieux ou les dieux existent? Est-ce qu'il y a des pouvoirs pour vrai ou il n'y a pas de pouvoir? Est-ce qu'il y a plusieurs personnalités pour vrai ou non? Est-ce que il est un super-héros ou non? C'est comme toutes ces questions-là qui sont... Je trouve que c'est une grosse thématique à aborder d'un character qui est un peu random dans le sens où est-ce que, tu sais, c'est comme genre, c'est l'avatar du dieu de la lune qui a comme multiples personnalités qui est insane, puis dans les BD, Moon Knight, il est très drôle, il y a un côté très, je serais pas prêt à dire, hein? C'est un peu Deadpoolesque, c'est ça. Il est pas peut-être, mettons, au courant de la... Il brise pas, mettons, le 4e mur comme Deadpool. Random mais tu sais, des fois... go! Random bullshit go, tu sais, puis il lance des affaires. Mais tu sais, t'as comme ce côté-là un peu qui est juste comme... what the fuck, tu sais. Qu'il n'y a pas vraiment non plus dans la série, qui ont mis ça un petit peu plus terre à terre. Ils ont réussi à mettre une couple de mimes, mais Oscar avait déjà dit, puis le réalisateur en entrevue, qu'il y a beaucoup de mimes qui n'ont pas été capables de faire. Juste que c'était trop... C'est ça, c'était trop tough à plugger. Il n'y a aucune des personnalités, même Steven qui aurait crié ça aurait été weird. Fait que... C'est ça. Il y a... dans le monde de l'Underworld, ce qui est intéressant, c'est que dans les BD, ce que tu apprends à la fin, c'est que non, il n'était pas dans une vraie asile. Tout ça, c'était un mind game de Khonshu. Puis, une des dernières fois que je vous parlais, parce que l'épisode de l'Underworld, je vais me perdre dans les détails si on commence à le décrire, autre que comme, il parle à Arrow, il va sauver Steven, il raconte Tawet, qui est Tawet, la personne qui guide les gens jusqu'à Osiris, dans le fond, qui est la personne qui est un peu la mère qui guide ton voyage vers la mort pour que tu arrives à Osiris calme et distinct. Ils n'ont pas mis Osiris à la place, c'est juste quand la scale à balance, ses portes à Osiris s'ouvrent ou s'ouvrent pas, pis t'es fuck. Je trouvais ça intéressant, l'épisode 5, qui est complètement dans l'Underworld. 5, tu vois presque pas le monde réel, c'est pas important le monde réel, c'est là qu'on voit tous les flashbacks, qu'on comprend que Marc, quand il est jeune, il était avec son frère dans une grotte, c'est rempli d'eau, ils sont morts. Une des affaires intéressantes que je trouvais, c'est que dans beaucoup de BD récentes, Khonshu, du moins ça commence à être, les auteurs vont dans la trame que Khonshu manipule Marc depuis que Marc est très, 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 très jeune. Fait que, est-ce qu'on peut dire que Khonshu, dès que Marc est né, savait que Marc était, mettons, propice à développer la dissociative disorder, d'avoir des dédoublements, mettons, d'identité. Trouble dissociatif de l'identité. Si Khonshu sait ça, il savait qu'il avait juste à fuck un peu avec son brain, puis qu'il y aurait un avatar presque parfait.
Parce que quand il marche vers la caverne, il pile sur un oiseau en os. Exactement le vibe de Khonshu. Marvel font pas de trucs random. Non, genre non. C'était pour représenter la mort de son frère, la mort avant la mort. Et aussi, c'est qui l'oiseau mort? C'est Khonshu. C'est un peu pour montrer que dans ce background-là, même quand Mark avait 8 ans, il y avait déjà le regard de Khonshu sur lui. Comme si Khonshu already knew that. Comme il savait déjà que Mark... Parce qu'après ça, quand Steven, il suit l'image. Dans le fond, tu vois ces images-là parce que Steven suit la mémoire. Puis quand il arrive dans la caverne, il pleut pas. C'est quand il rentre dans la caverne qu'il commence à pleuvoir. Puis il pleut huge, là, comme la quantité d'eau qui se remplit, elle se remplit fucking vite. Je me dis, quelqu'un qui contrôle un peu l'univers peut décider que, oh, ce nuage-là, il explose un petit peu quand il commence à pleuvoir plus tôt. Peut-être. Juste faire l'élément déclencheur, tu sais, le petit... C'est ça. C'est ça un peu que j'ai réalisé à travers ça, c'est que probablement que, un peu comme, tu sais, Ahmet, elle a le pouvoir de voir, mettons, dans le futur, les possibilités de quelle merde tu vas faire. Qu'est-ce qui dit pas nécessairement que Khonshu a pas nécessairement un... T'sais, ils ont tous un peu ce genre de pouvoir-là. J'ai comme l'impression, Osiris aussi, pis tout. Donc, qu'est-ce qui dit qu'ils ont pas aussi la possibilité de juste dire ou de voir des possibilités de certaines personnes pour ce qu'ils veulent faire, tu sais? Juste comme il savait. Et non. Ou peut-être pas qu'il le savait, peut-être qu'il a juste fait comme peut-être que lui pourrait être sa coche. Il sait tellement d'affaires qu'il manipule Mark tout le long de la série en disant que son remplaçant d'Avatar, c'est Layla. Puis la scène finale de Moon Knight nous prouve que son remplaçant, ça a jamais été Layla. C'est toujours Mark. Ça a toujours été Jake Lockley parce que Jake aime ça, être Moon Knight. Tant qu'il y a une personnalité qui aime ça faire la job, c'est le gars parfait. Puis le gars, il se développe une nouvelle identité à chaque fois qu'il y a un traumatisme. Fait que genre, à chaque fois qu'il y a un traumatisme, Khonshu peut aller faire un nouveau deal. Fait que ça va clairement rester le gars parfait forever, là. Il y en a un qui est pas content, dire à l'autre personnalité. T'es juste struck forever. Puis j'ai tellement trouvé la fin bonne qu'après tout le conflit, parce que le dernier épisode, c'est juste un gros combat, là. C'est genre, on voit Arrow commencer à envoyer des armes à pelleter, comme s'il pelletait de la neige. Monument égyptien dans le background. Ben ouais, un combat de dieu gigantesque dans le background pendant que t'as un 2 contre 1 contre Arrow. C'est tous des trucs classiques de super-héros, fait que c'est super divertissant, mais y a rien à dire dessus, là, tu sais. Imagine-tu, les gens d'Égypte sont juste comme « Ah! Combat de Dieu! Non! Dieu! » Ils savent exactement c'est quoi, c'est pas la première fois. J'aime que dans le combat final, on avait parlé, mais le switch va être Jake. Tu sais, Mark s'en va voir Layla mourir, pis comme « Fuck, je peux rien faire. » Pis là, ça clean, pis là, Layla est libérée à côté de lui. Ça, c'est juste comme « What? » Il y a encore SWAT, comme lui, t'es rendu tellement bien jumelé, pis tellement parfait, tu sais. Un autre... Juste avant de parler de la dernière... Non, je vais faire la dernière scène avant. Ça finit, pis t'as Arrow qui pense que comme il a été laissé en vie, il s'en va vers une limousine. Il rentre dans la limousine, pis il y a juste Khonshu, habillé fucking classy. Pis il est juste comme, sup, motherfucker, you gonna die. Pis Arrow comme, comment ça, t'avais passé un deal avec l'autre? Comme, ouais, ben, il y a vraiment plus de troubles qu'il pensait. Pis là, tu se retournes, c'est Jake Lockley dans sa face de Jake, qu'on voit juste une fois quand il parle à Arrow précédemment. Pis là, il sort un gun pis il tire sur Arrow. J'étais comme... Dexter moment. Je pense que c'est le même gun que Arrow il a utilisé pour shoot Mark. Je pense que oui. Ça a l'air, en tout cas. Je suis pas un spécialiste des guns. Si quelqu'un sait exactement, mettez-nous-le dans en commentaire. C'est drôle que oui. Quand même, un truc que je trouve intéressant. Dernier truc que je voulais dire, c'était par rapport à... Je veux pas me tromper. C'est Khonshu qui nomme Moon Knight dans la série. C'est Agatha Harkness qui nomme Scarlet Witch. On dirait qu'il y a une nouvelle trame dans Marvel dans lequel c'est pas toi qui décide de ton nom. C'est ton méchant. C'est genre, soit ton méchant ou soit quelqu'un qui a un lien fort avec toi, mais... C'est parce que Khonshu, c'est pas ton allié, mais c'est pas ton ennemi, mais...
il est lourd, tu sais. Ouais, c'est un peu la même chose avec Agatha Harkness. C'est comme, c'est pas ton allié, elle est pas réellement une méchante, dans l'optique où, dans bien des situations, elle est pas réellement contre toi. Tu sais, dans les BD, elle est très neutral comme caractère, elle est beaucoup plus grise que méchante. Ouais. Ce genre de personnage-là, c'est le fun, c'est un peu comme... Les personnages dans le gris, hein. Nous autres, les personnages dans le gris, hein. C'est là qu'on vit, fait que... Ben ça. Puis la dernière chose que je voulais dire, c'est le moment cute dans lequel, tout le long qui était dans le Duat, dans le fond, qui allait vers les portes d'Osiris, ils étaient pas capables de balancer leur cœur parce que Taweret balançait 2 cœurs, mais c'est une seule fucking personne. Fait que ça marchait jamais. Ouais. Puis le seul moment que leur cœur se balance, c'est quand Marc met son cœur unique dans la main de Steven, puis que les deux s'en vont pour se transformer, puis là, le cœur se balance. Qui est un peu leur réalisation à eux qu'il faut qu'ils soient plus unis, qu'ils arrêtent de se séparer, qu'ils soient en symbiose l'un et l'autre, plutôt que séparés, puis essayer de se faire du trouble un peu. Ça, pour moi, c'était la parfaite courbe d'évolution de personnage, puis c'est tough faire une courbe d'évolution en 6 épisodes, je trouve, qui est le fun, ou qui est vraiment intense, parce qu'on est passé d'une dissociation totale à une association duquel des deux sont capables de se parler constamment, de switch comme ils veulent, et de travailler tellement vite qu'ils peuvent passer d'un costume à l'autre dépendant de ce qui est nécessaire. Fait que ça, comme trame évolutive, j'ai trouvé ça génial. Puis moi, c'est la dernière chose que j'avais à dire sur le show. Ouais. Ben, je pense qu'on va finir avec ça. C'est une bonne série. C'est 6 épisodes, ça s'écoute bien. La performance de l'acteur et sa coche. Les thématiques sont le fun, ça mindfuck un peu. Overall, c'est une bonne série. Moi, j'ai hâte à la saison 2, puis j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. Je sais pas s'ils vont faire une saison 2 ou dans quoi ils vont envoyer Moon Knight encore, mais on a hâte de le savoir. Ça, c'est sûr. On va voir. Merci à tous d'avoir écouté. On se revoit sur un autre épisode. À plus.